C'est le branle-bas au sein de la fonction publique camerounaise après la radiation par l'État d'un millier de ses agents pour abandon de poste. Dans le détail, la note d'information publiée il y a quelques jours par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Ly, annonçait la radiation d'office de 56 fonctionnaires et bien entendu le licenciement de 859 personnels. Au total, pour un nombre de plus au moins 1400 personnes radiées de la fonction publique en moins ou plus ou moins un an. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la phase contentieuse de comptage physique des personnels de l'État du Cameroun. Une actualité qui fait l'objet du débat de ce prime qui a pour thème fonction publique, comprendre la purge de l'État. Et nous en parlons avec Suzanne Kalalobé. Elle est journaliste éditorialiste. Bonsoir Suzanne et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Marie. Alors j'ai en face de vous Jean-Robert Wafo, homme politique. Il est du Social Democratic Front, un parti avec Jean-Michel Nitieux qui s'est d'ailleurs beaucoup appuyé sur cette radiation des agents de l'État par le gouvernement camerounais. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Amenga, bonsoir à Suzanne Kalalobé. Alors je commence par vous justement. On a l'honorable Nitieux qui soupçonne déjà une diversion avec ces radiations définitives ou partielles. Tout à fait. Aucun esprit rationnel ne peut lui donner du tort par rapport à cette remarque. Parce qu'il convient de se poser un certain nombre de questions. Pourquoi c'est seulement maintenant? Ça, c'est la première chose. Parce que les Camerounais doivent savoir que depuis 2007, le SDF s'est interrogé, n'est-ce pas, sur le gouffre que représentait la masse salariale, parce qu'il convient également de rappeler que en 2006, quand le Cameroun atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, avant même d'atteindre une des conditionnalités qui avait été posée, n'est-ce pas, au gouvernement camerounais à la suite d'une information donnée par les parlementaires du SIS, c'était qu'il fallait examiner, il fallait voir de quoi retournait le fichier solde de l'État. Parce que c'était un grand gouffre. Et je me souviens qu'à l'époque, les plénipotentiaires du SDF au Parlement avaient rencontré, n'est-ce pas, la chef de mission du FMI, pour lui, qui s'interrogeait à chaque fois que mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi malgré les programmes d'ajustement structurel que nous avions d'ailleurs condamnés, pourquoi rien ne bougeait. Alors, l'assainissement a donc été déclenché, je le dis parce qu'il faut que les Camerounais sachent de quoi vraiment ça retourne. Et répondant à une question d'un journaliste en pleine conférence de presse qui s'interrogeait, bref, qui l'interrogeait pour lui demander mais où en est-on avec le fichier solde de l'État, le ministre des Finances de l'époque, M. Polycarpe Abba, avait déclaré qu'ils sont à mi-parcours de l'assainissement du fichier solde de l'État et que la masse salariale de l'État était passée de 36 milliards de francs CFA à 28 milliards de francs CFA. Très rapidement, nous avons, n'est-ce pas, examiné le gap. Et on s'est rendu compte que quand on fait une opération CM 36 moins 28, ça fait 8 milliards de francs CFA. Ça veut tout simplement dire qu'à l'époque, avant cet assainissement du fichier solde, le premier, l'État, on siphonnait déjà des caisses de l'État 8 milliards de francs CFA par mois. Nous avons fait un calcul simple. 8 milliards par mois en un an, ça fait 96 milliards de francs CFA, ce qui suppose que en 20 ans, parce que le Cameroun tombe vraiment en crise, c'était en 87, en 20 ans, quand vous faites un calcul simple, donc 96 fois 20, on a 1920 milliards de francs CFA qui ont été détournés des caisses de l'État, siphonnés des caisses de l'État au titre uniquement des salaires fictifs. Donc, maintenant, et d'ailleurs, interpellé dans ce sens en séance plénière, je me souviens que le ministre Essine Meillet avait déclaré que les chiffres étaient exacts et que, bon, il ne fallait pas tellement en parler parce qu'ils sont encore en train de travailler. Et je me rappelle qu'il avait dit que ce scandale est capable de faire tomber 20 fois la République. Bon, le ministre Moutazier est donc arrivé, il a commencé, comme vous avez présenté, à saisir le fichier sol. Bon, maintenant, on nous fait comprendre qu'on a radié 921, 921 fonctionnaires. Si on suppose même que tous ces fonctionnaires-là et agents de l'État, je prends le maximum, ils sont à 300 000 francs le mois.
Ça veut dire que ça, fois 12 mois, ça veut dire que ça revient à 2 milliards 394 millions environ. Bon ben, on se pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, alors qu'on sait très bien qu'il y a des scandales, et les Camerounais attendent une suite judiciaire, quand je parle de scandale, il y a le scandale Covid, la Chambre des comptes a fait un travail remarquable sur ce dossier et je profite pour saluer au passage le président de la Chambre des comptes, le magistrat hors hiérarchie, Yap Abdou. Il a fait un travail remarquable, chiffres à l'appui, les noms à l'appui, les montants des détournements à l'appui. On a également, n'est-ce pas, le Covid, non, on a également, ça c'était pour le Covid. On a également le scandale de la CAN. On nous parle de près de 3 000 milliards de francs CFA. Mais qu'est-ce qui dérange? Ce qui dérange, c'est quoi? C'est que, alors que les Camerounais attendent une suite judiciaire sur le Covid, dont le rapport a été rendu public, qu'on vient nous sortir une histoire de scène de 921, je ne dis pas que ce n'est pas normal. C'est tout à fait normal qu'on procède à cet assessment du fichier sommaire. Mais quand on regarde l'incidence financière, c'est environ 3 milliards de francs CFA. Ça représente à peine 0,7%. N'est-ce pas, du fonds spécial Covid-19 chiffré à 180 milliards de francs CFA qui a fait l'objet d'un rapport de la Chambre des comptes. Est-ce que ce n'est pas pour distraire les gens quand on sait qu'il y a également une autre opération et un audit qui a été lancé sur les lignes 65 et 94 qui porte sur un ensemble, donc qui porte sur un total de 500 milliards de francs CFA par an et comme c'est étalé sur 11 ans, donc c'est la période 2010-2021, ça fait 5 000 milliards de francs CFA. Donc vous comprenez très bien que ces 3 milliards de francs CFA, d'abord par rapport au fonds Covid, ça ne représente que 1,9% des fonds Covid, qui est chiffré à 180 milliards de francs CFA, et ça ne représente qu'à peine 1,9%, n'est-ce pas, du montant alloué annuellement aux deux lignes 65 et 94. C'est la raison pour laquelle, et ça je suis totalement d'accord avec lui, et tout Camerounais rationnel devrait s'accorder là-dessus, on a comme l'impression qu'il y a une diversion, n'est-ce pas, sur ces affaires qui sont en train d'éclabousser la République. Mais en même temps, je dois au moins dire, mieux vaut tard que jamais. Alors Suzanne, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les montants non publiés font aujourd'hui l'objet de distractions, le fait qu'on ne veuille pas donner les montants exacts qui ont été détournés durant cette période par ces agents qui aujourd'hui sont radiés? Non, mais moi je pense qu'on va les donner. Je pense que nous sommes dans une voie où on doit nettoyer les écuries d'OGS. Et on doit les nettoyer par étapes. Le SDF est dans son rôle à avoir son propre agenda, c'est normal, c'est un parti politique. Mais chaque système a son propre agenda. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'audit qui a été fait sur le personnel de la fonction publique est à valeur symbolique plus que comptable. C'est-à-dire, nous avons hébergé pendant des années et nous avons payé des gens qui ne devaient pas être payés et maintenant ça suffit. Et pourquoi ça suffit? Le discours ne s'adresse pas forcément qu'à la nation tout entière, mais le discours s'adresse à tous ceux qui ont mis en place ce système. Et ce système qui est arrivé jusqu'à l'exagération de tous les scandales, le Covid-Gate, etc. Parce qu'en réalité, la technostructure de l'État est tellement polluée et gangrénée par des fonctionnaires non existants mais véreux, que finalement, tout est possible. Et moi, je vois ça comme, si vous voulez, une espèce de début pour nettoyer les écuries d'OGS. Je ne vois pas ça comme une diversion. Je vois ça comme une espèce d'admonestation et d'interpellation à des individualités qui font aujourd'hui la technostructure. Moi, je suis dans une entreprise où on fait beaucoup d'audits. C'est-à-dire, l'entreprise a constaté que pendant plusieurs années, beaucoup de gens n'ont pas travaillé, mais continuaient à percevoir leur salaire. Et la mode, appelons ça comme ça, est à l'audit social, c'est-à-dire l'inspection et la vérification de qui fait quoi et qui touche quoi. Bon, c'est une démarche managériale, peut-être que c'est la mode, mais c'est une démarche managériale nécessaire. Elle ne me semble pas occulter le fait qu'il y ait d'autres scandales, mais elle me semble s'attaquer à ce qui fait système
Et ce qui fait système, c'est que si vous voulez, vous ne travaillez pas, mais vos collègues sont là pour essayer de créer ce qui se passe. Donc, pour moi, ça met en exergue, si vous voulez, le niveau de gangrène qu'a atteint l'État camerounais et la fonction publique. Et je ne lui dis mieux vaut tard que jamais, je dis pourquoi pas maintenant? Ah oui. Si maintenant on se rend compte qu'il faut le faire. Et pourquoi ne pas commencer par, entre guillemets, ce qui pourrait être le plus contrôlable? Ce qui est contrôlable, c'est qu'on a identifié bel et bien qu'il y a des gens qui sont payés alors qu'ils ne sont pas là. Ça, c'est clair. Maintenant, par rapport au scandale dont il parle, il y a encore à établir la duplicité, la complicité, la culpabilité de ce que eux, le SDF, accuse. Moi, je crois que c'est un problème à part. Et ce problème, il faut qu'on le prenne. Il faut qu'on le prenne aussi, mais bon, quand moi je vois ce qui se passe au niveau de l'État camerounais, je vois ce qui se passe dans l'entreprise où je suis, on essaye de nettoyer les écuries d'OGS. Et pour les nettoyer, il faut commencer par la base. Alors, Jean-Robert Wafou, est-ce qu'on pourrait parler d'un système de recrutement camerounais à la fonction publique pour eux? Parce qu'on a l'impression, et déjà tout le monde n'a pas répondu aux convocations, le MINFOPA parle de 601 personnes seulement sur les 8766 qui ont été convoquées, qui ont répondu présentes. Le reste, il y en a encore beaucoup trop. Est-ce qu'on a l'impression que l'État camerounais ne contrôle pas son système de recrutement, ses fonctionnaires? Je vais vous dire une chose, je vais vous surprendre. C'est un dossier que je maîtrise bien. Pour que tous les téléspectateurs me comprennent bien, il y a des doublons, il y a des triplons. Par exemple, je m'appelle Wafou Jean-Robert. Vous allez voir au niveau du service informatique, il y aura un Wafou Robert Jean, il y aura un Jean Wafou Robert. Tout ça, tant moi, je suis seul. Moi, c'est Wafou Jean-Robert, j'ai indiqué la domiciliation de mon compte en banque. Quand la fin du mois arrive, j'y vais, mais d'autres personnes vont toucher cet argent ailleurs, parce qu'ils domicilient ça ailleurs. Donc il y a ce problème de doublons et de triplons. Autre chose, je suis quand même surpris. Alors qu'on nous parle de l'informatisation, je me rappelle que le Sénadi existe depuis plusieurs décennies. Ouais. Comment ne peut-on pas tout simplement taper à la machine sur la machine pour retirer ces doublons? En fait, c'est un système qui est entretenu, je dis bien entretenu, qui permet, n'est-ce pas, aux gens de siphonner en profondeur les caisses de l'État. Et c'est la raison pour laquelle je dis, ils savaient à Yaoundé qu'il y avait ce problème. On les a interpellés depuis, quand je parle de 2006, ça fait près de 16 ans. Ils ont tardé à bouger. Ils ont tardé à bouger. Bon, il se trouve que quand je pose la question pourquoi seulement maintenant, vous comprenez très bien que c'est entretenu. Parce que, voyez-vous, il y a la technique, ça c'est même pas la technique de Charles Pasqua qui dit que quand une affaire dérange, il faut créer l'affaire dans l'affaire, et quand ça ne va pas, on crée l'affaire dans l'affaire de l'affaire. Donc il se trouve que l'affaire était là depuis. L'affaire était là depuis. Ce scandale était connu. Les membres du gouvernement ont été interpellés plusieurs fois à l'Assemblée nationale par les députés du SDF. Et je vous dis, le ministre Essi Meigné, je sais qui le suit, avait dit en plénière que c'est une affaire sérieuse et que lui-même, il est en train de se battre pour voir un peu plus clair dans cette affaire, mais qu'il reconnaît que c'est capable de faire tomber 20 fois la république. C'est la raison pour laquelle je dis, si on avait été dans une république normale, d'abord d'un compte public, c'est non, qu'on nous donne, n'est-ce pas, les montants engrangés par ces personnes, par ces 915 personnes, chacun pris individuellement, la période concernée, qu'on nous dise le montant siphonné, bref, du moins engrangé par chacun durant cette période, bref, qu'on nous fasse un compte d'emploi détaillé et global, n'est-ce pas, du gap, donc je veux dire, de la tectonique financière que l'État a subie. Mais on ne l'a pas fait. Et je ne sais pas pourquoi ils ont trop fait de publier cela. Parce que les Camerounais attendent. Bon, oui, ils sont 915, d'accord. Oui. Mais attendez, première chose,
quelle est l'incidence, quelle sera l'incidence sur le budget actuel de l'État? Parce que les dépenses de personnel se chiffrent à, quoi, c'est 1092 milliards de francs CFA. 1092 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend donc à quoi? Est-ce qu'on doit toujours maintenir ce budget en l'état? Le ministre des Finances, c'est ça que je dis, le ministre des Finances et le ministre de la fonction publique devaient travailler ensemble pour sortir une mouture définitive. Pour dire, OK, le ministère de la fonction publique a dit il y a 915 qui ont été radiés. Le ministre des Finances, lui, il décline, n'est-ce pas, l'incidence financière au niveau de la masse salariale et de l'État, ce qui va permettre, n'est-ce pas, à l'État de faire un budget conséquent pour l'exercice 2023. On est sur notre fin. On ne sait pas pourquoi. Et on ne nous a pas dit que c'est fini. On ne nous a pas dit que c'est fini. Donc, je dis, cette perméabilité-là, elle est entretenue. Elle est entretenue. Je vais prendre l'exemple, n'est-ce pas, sur la ligne 65 et puis bon, 94. Tout le monde savait. Tout le monde le savait. J'ai parlé de ces deux lignes il y a cela 4 ans. Je suis 5 ans même, parce que c'était en 2017, c'était en juillet 2017, dans une chaîne concurrente. Et j'avais en face de moi un journaliste de la CRTV, c'était Roger Betala. Oui. On parlait donc du train de vie de l'État, j'en parlais déjà. Ça n'a rien dit à personne. Mais est-ce que justement aujourd'hui, Suzanne, permettez s'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui, je reviens vers vous, donnez-moi quelques secondes, est-ce que justement ces montants détournés ont un impact significatif sur le train de vie de l'État ou partons celui de la population camerounaise? Peut-être pas un impact, mais une incidence économique et une incidence structurelle. Et contrairement à M. Wafo, moi je pense que les choses se décantent à partir du moment où on décide aujourd'hui de s'attaquer à ce que je pourrais appeler le fond du problème, c'est-à-dire comment la technostructure étatique s'est organisée avec toute cette gangrène. Si on s'attaque à la base, et c'est la base, c'est vraiment la base, si des montants immenses sont détournés comme le Covid-Gate, etc., c'est parce qu'il y a eu une complaisance à la base, c'est-à-dire je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ok? On recrute qui on veut et qui on ne veut pas. On recrute des fantômes et puis après, les scandales s'accumulent. Nous avons été confrontés à un État autiste ou prédateur ou prévaricateur, appelez-le comme vous voulez. Moi, ce que je pense, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que bon, le SDF s'accroche pour moi à des détails, puisqu'ils ont dénoncé, il faut qu'ils continuent. Ouais. S'ils pensent que c'est bon dans leur dénonciation, il faut qu'ils continuent pour qu'on lave à jamais toutes ces mauvaises pratiques. Maintenant, l'impact économique peut être moindre dans l'absolu, mais elle n'est pas moindre relativement à l'incidence que cela cause quant à l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État, c'est important, pourquoi? Parce qu'il faut que les gens aient peur de voler. Or, les gens ne peuvent pas avoir peur de voler dans un système qui est pourri. Donc, il faut qu'on frappe à la base. Il faut que les prévaricateurs, les fonctionnaires véreux, les gens qui favorisent ce genre de système, il faut qu'on s'attaque à eux. Covid-Gate, c'est un incident grave, mais il est le résultat d'une technostructure étatique qui était déjà pourrie à la base, où on ne recrute pas les gens sur la base de leurs compétences, où on ne les recrute même pas, mais où la volonté est de toujours prendre de l'argent, même sur les cadavres et les morts. Moi, je dis, je vis dans une entreprise et l'histoire des audits sociaux est très, 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 très importante. Parce que, si vous voulez, les Camerounais se sont habitués à la compromission, à la complaisance et à la prévarication et au système d'aide, au système de survie. À mon sens, ces histoires de fonctionnaires qui n'ont pas jamais travaillé, mais qui ont eu des soldes, fait partie du système ontologique du Cameroun et de l'État. Et c'est tout ça qui nous amène au scandale immense que l'on connaît. Donc si on s'attaque au problème à la base, c'est-à-dire qu'on assainit au moins, je dirais, la documentation de l'État et les fonctionnaires du service public, si on arrive à détecter tous ceux qui n'avaient pas lieu d'être là, c'est une façon de mettre en garde ceux qui sont encore là pour qu'ils n'aident pas à des détournements spectaculaires. Donc pour moi, ça ne me dérange pas, je ne dis pas bravo,
Je ne dis pas amen, je dis il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Les gens qui ont pointé alors qu'ils ne travaillaient pas, c'est évident, on n'a pas besoin de faire la preuve. La question du Covid, il faut qu'on établisse la culpabilité de ceux qui ont détourné l'argent. Il faut qu'on l'établisse. Le Cameroun est géré par la présomption d'innocence. Ce n'est pas la même chose que quand on découvre que vous avez touché, vous avez touché. Ce n'est pas la même chose, c'est pas les deux, les niveaux ne sont pas les mêmes. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse des amalgames si on veut avancer et si on veut clarifier la situation de l'État camerounais. Alors, Jean-Robert Wafo, est-ce qu'aujourd'hui, le manque d'audit ne serait pas un problème majeur à cet incontrôle de l'État ou du gouvernement ou de ses administrés par l'État camerounais? Comme Mme Carlo a dit, l'audit, c'est une pratique qui se doit d'être inscrite, n'est-ce pas, dans l'ADN de toute administration, notamment une administration publique. Parce que je vais faire un parallèle avec la ligne 65 qui est intitulée Dépenses communes de l'État en fonctionnement. Quand je dis pourquoi maintenant, vous verrez, quand cette ligne sera auditée, vous allez voir certains, parce que c'est de 915 agents, il y en a qui sont décédés. Il y en a qui sont décédés, il y en a qui ne travaillent pas depuis, qui ne sont même pas là depuis, donc qui sont hors du pays. Vous allez voir, en termes de frais de mission, on va attribuer un certain montant à ces gens-là, alors qu'ils ne sont jamais allés en mission. On va attribuer un certain nombre de missions à ceux qui sont décédés depuis plusieurs dizaines d'années. Donc vous voyez un peu l'incidence que ça aura sur l'audit de l'année 65. C'est la raison pour laquelle je dis pourquoi maintenant? Pourquoi attendre que l'audit sur la ligne 65, par exemple, soit lancé pour qu'on nous sorte, n'est-ce pas, la liste des 915 agents. Oui. Alors qu'on sait bien qu'il y en a qui ne sont pas depuis au Cameroun, qui n'ont même pas fait de mission. Donc il y en a également qui sont décédés. Mais quand on va commencer à faire cet audit, puisque c'est en train d'être fait, c'est leur nom, ce sont leurs noms qu'on va brandir. Et quand on parle de l'incidence, quand je parle des frais d'émission, on est quand même dans un pays extraordinaire, où les fuites nous font comprendre qu'il y en a qui ont fait 400, 600 missions par an, alors que le calendrier grégorien nous dit une année, c'est 365 jours. Et quand on parle et des missions, il y a les frais de déplacement, il y a les frais de mission, etc. etc. Donc, c'est pour vous dire que poser la question pourquoi maintenant, c'est en lien avec également l'audit. Bon, ben maintenant, sur les... Pardon? Pourquoi maintenant? Mais je vous explique que la ligne 65, c'est intitulé quoi? Dépenses communes de l'État en fonctionnement. Oui. Vous allez voir, on va par exemple dire, c'est Babel, bon, appelons comme ça, a effectué 400 missions. Babel est décédé. Babel ne peut pas justifier. Parce que mort depuis près de 2 décennies. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire de ça? Je prends un dossier simple. Et ceux qui sont hors du pays depuis, qui ont même démissionné de la fonction publique, mais on a continué à faire passer leur solde. Comment va... Mais justement, donc ça aura une incidence. Puisque ces gens, en étant plus en poste au Cameroun, ont continué de toucher les salaires. La faute à qui à ce moment-là, Jean-Robert? Ce n'est pas nécessairement eux-là qui ont touché. C'est ce que vous ne comprenez pas. J'ai pris l'exemple sur Jean-Robert, tu vois, pour Jean-Robert. Il y a Wafo Robert Jean, il y a Wafo, je ne sais pas Robert, il y a Wafo Jean, il y a machin et tout. Moi, je sais que j'ai un seul salaire et je connais des gens comme ça qui ont été convoqués lors de la première opération, qui y sont allés, qui ont dit, moi, je ne touche qu'un seul salaire. Un seul salaire. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vu, qu'on a pu dénicher ceux qui, en parallèle, touchaient de l'argent à son insu. Les histoires de bons de caisse et tout. On fabrique une carte d'identité, on va peut-être à la trésorerie de Limbé, on touche. Après, on va à la trésorerie de Tuconsamba, on touche. Après, on va à la trésorerie de Gabon, on touche de l'argent. Donc, il y en a qui n'étaient pour rien, mais heureusement que celui-là vivait encore. Heureusement qu'il était encore en vie.
Sinon, on aurait dit, bon, voilà, il a ceci, donc il a donc détenu de l'argent. Donc, ça, c'est pas de mer. Et vous avez posé la question de savoir l'incidence. Il y a une grosse incidence. Prenons le scandale de la canne. On nous parle d'environ 3 000 milliards de francs CFA. Le Cameroun a des problèmes d'énergie électrique. Tous les experts. Et les rapports sont dans les tiroirs à Yaoundé. Depuis une dizaine d'années, les experts disent que pour améliorer quantitativement et qualitativement notre offre en énergie électrique, il faut investir 1 400 milliards de francs CFA dans la production, 800 milliards de francs CFA dans le transport et 500 milliards de francs CFA dans la distribution. Ça fait 2 700 milliards. Mais le Cameroun a fait le choix d'aller organiser une canne qui ne nous a servi à rien. La preuve, c'est que ces stades, on ne joue même pas, pratiquement pas sur ces stades. On a fait le choix d'organiser, n'est-ce pas, cela, tout simplement parce que ça permettait aux gens donc de puiser de l'argent. Même chose que les barrages, plutôt que d'investir une fois, de façon globale. On a préféré multiplier les micro-barrages et aujourd'hui on voit où on en est. Et ça a une incidence, n'est-ce pas, sur la production. Et quand on parle de la production, on parle, n'est-ce pas, des sociétés industrielles, ça a un impact sur tout, sur les biens et services et tout, même sur Dash Media. Parce que quand il y a beaucoup plus d'électricité, vous êtes obligé de faire donc d'actionner le groupe. C'est des dépenses supplémentaires. Donc c'est pour vous dire que il faudrait que tous ceux qui ont plongé dedans payent. Ils doivent payer. Pourquoi maintenant? Troisième chose, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une bataille sanglante au sommet de l'État, dans la perspective du grand soir. Madame Kalouba a dit, je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette. Maintenant, personne ne veut couler seul. Oui, personne ne veut couler seul. Et c'est le lieu ici pour moi de poser également la question, pourquoi le président de la République a attendu aussi longtemps malgré les multiples alertes. Mais peut-être n'avait-il pas les preuves réelles? Non, le président de la République est le mieux renseigné. S'il n'est pas le mieux renseigné dans un pays, ça veut dire qu'il n'est plus président de la République. Il y a des renseignements formels, il y a des renseignements donc informels. J'ai entendu des gens dire, ces présidents dire qu'il a son timing. Oui, là, je peux être d'accord. C'est-à-dire que son timing, c'est quoi? C'est par exemple de dire, ok, comme vous passez le temps à dire à tout le monde que c'est moi qui dors là-bas en haut, vous le dites à l'opinion par personne interposée, vous organisez donc les fuites des documents dans les réseaux sociaux, et je sais que demain, quand moi je ne serai plus là, vous allez dire que vous ne pouviez rien, parce que c'est moi qui décidais de tout. Ok, je ne pourrais pas retirer ça de la tête de l'opinion, mais vous-même, je vais vous livrer. Donc, on ira ensemble. Donc, il y a également, n'est-ce pas, une dimension politique à tout ce qui se passe actuellement dans le sérail. Et perdre ça de vue, ce serait être un peu naïf de mon point de vue. Suzanne, une dimension politique? D'abord, je voudrais dire quelque chose de fond. Quand vous voulez vous attaquer à des mots d'un système, ce n'est pas les effets de manche ni des éléments spectaculaires. C'est vrai que le peuple veut du sang. Le peuple aime qu'on lui livre des coupables qui ont détourné 300 millions de milliards, par exemple, et ça l'apaise. C'est sûr que quand on s'attaque à ce qui paraît être un petit interstice de la prévarication, on a des gens comme M. Wafo qui disent pourquoi maintenant? Mais pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu une accumulation de données, accumulation de scandales. Il y a qu'on appelle ça un délitement du système, une gangrène qui s'est incrustée dans la technostructure. Et moi je répète, pour qu'on s'attaque à cette technostructure, il faut qu'on s'attaque à tous ceux qui y travaillent, du plus petit planton jusqu'au plus grand des ministres. Jusqu'à maintenant, on dit qu'il n'y a que les ministres qui volent, d'accord? Parce qu'ils ont des gros budgets. Mais ces vols qui ont été perpétrés par comment on appelle ça, l'établissement de doublons, de triplons, appelons ça comme vous voulez, pour toucher une seule solde, quelqu'un en a profité et ce n'est pas forcément des ministres. Autrement dit, le système tient par cette prévarication et cette espèce de complaisance à la base jusqu'aux plus petits fonctionnaires. Et quand on les attaque, c'est aussi nous attaquer nous. Je pense que ça dérange parce que si vous voulez,
À côté de vous, votre voisin peut-être est un de ses triplets, un de ses doublons. Et il y en a des tas. Il y en a des tas. Ce que je déplore au niveau des partis de l'opposition, même de la presse, c'est de ne pas s'attaquer à l'analyse profonde du système. Comment cet État a tenu jusqu'à maintenant s'il n'y avait pas à la base des prévaricateurs qui sont parmi les fonctionnaires? Et symboliquement, je ne dis pas que c'est moins grave, mais symboliquement, si vous voulez, s'attaquer à vous, à moi, c'est plus important que s'attaquer à un ministre. Pourquoi? Parce que c'est une mise en cause de notre responsabilité. La responsabilité de ceux qui ont mis en place le système, qui l'ont entretenu, qui ont fait des fausses déclarations de solde, de paye. Moi, j'en connais. J'en connais. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans la fonction publique. Et je sais que ça existe. Donc, structurellement, qu'on s'attaque à ce qui fait l'ossature des grands scandales, personnellement, je ne suis pas contre ça. Le SDF a son agenda, c'est l'agenda du SDF. Moi, j'ai mon agenda en tant que citoyenne. Un ministre qu'on va arrêter, qu'on va mettre en prison parce qu'il a détourné des milliards, ok, ça ne me satisfait pas. Ça ne me satisfait qu'à moitié. Mais si on démantèle le système qui a permis que ce ministre puisse le faire, parce qu'il a eu des solidarités, des complaisances, oui, je suis pour le démantèlement de ce système-là. Et ça commence par les plus petits, malheureusement. Et pour le moment, on ne les met pas en prison. On constate simplement qu'ils ont fait, on les radie de la fonction publique, c'est tout. Mais je suis pour le fait d'attaquer le problème à la base. Mais Suzanne, est-ce que l'éclatement de ces scandales qui interviennent en un court laps de temps ne suffisent peut-être pas à entretenir le flou qu'il y a autour des montants? Comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Robert Wafou, on a un scandale qui arrive. On n'a pas encore terminé avec l'audit, on a un second scandale qui arrive et après... À mon avis, ce n'est pas un flou. C'est à nous d'avoir le discernement. Parce que ça, c'est une interprétation de Wafou qui dit qu'on nous divertit. Moi, citoyenne, je n'ai pas l'impression d'être divertie. J'ai en tête ces scandales, comme j'ai en tête ce scandale aussi. Les deux ne sont pas de la même échelle, ni de la même proportion, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que terminer avec l'audit et avec les conséquences et conclusions de l'audit n'exclut pas de terminer avec ceux qui ont détourné l'argent dans le Covid-Gate ou dans les grandes opérations. Mais sauf que ces scandales, justement, on n'en reparle plus. Le Covid-Gate, par exemple. Pour le moment. Oui, on pour a le moment. Que... mais qui doit en parler? Qui doit en parler? Qui doit en parler? Chacun a son agenda. Si le SDF continue à en parler, personne ne va l'empêcher d'en parler. Mais si l'État a choisi son chronogramme, on ne peut pas lui interdire de le faire. Qu'on interprète ça comme étant une diversion, c'est un point de vue politique et plus ou moins idéologique. C'est une interprétation. Moi, je n'ai pas vu ça comme ça, parce que je travaille en entreprise où je sais qu'il y a des audits qui sont nécessaires. Que si vous avez 5000 employés et que sur les 5000, il y a un tiers des bras cassés, ça pose un problème. C'est-à-dire, ça touche à la structure fondamentale de l'État. Les grands scandales aussi, mais ici aussi. Parce que c'est les maillons de la chaîne qui font la structure de l'État. Alors, Jean-Robert Wafou, il faut quand même savoir que cette phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État a été initiée par l'État camerounais, on était en 2018, et cela a quand même permis au gouvernement de réaliser des économies de plus ou moins 40 milliards de francs CFA sur la masse salariale de ces agents en 2020 par exemple. Est-ce que justement, si on accumule les montants qui ont jusqu'ici été repris par le gouvernement camerounais, on ne voit pas qu'il y a là un grand travail de fond qui est fait quand même si ça ne va pas au rythme que l'on voudrait voir ces dénonciations. Vous avez dit en 2020, on a fait une première opération de comptage physique. Incidence 40 milliards de francs CFA. On croyait qu'on en avait terminé avec ça. Oui. Nous voici maintenant en 2022. On nous dit 921 fonctionnaires puis agents de l'État. C'est pour ça que je dis, ça risque d'être un travail de Sisyphe. Je ne comprends pas comment la Chine, qui a 100 fois, 200 fois plus de fonctionnaires que nous, parvient à maîtriser sa masse salariale, du moins au niveau de l'État, alors que le Cameroun, jusqu'ici, si vous interrogez le ministre de la fonction publique, combien de fonctionnaires et agents de l'État relevant du secteur, relevant du Code du travail, émargent au niveau de la fonction publique, il ne vous dira pas. Parce qu'il n'en sait pas du tout. Donc, parce qu'il ne sait rien du tout. Non, je vais dire ceci. Quand je parlais de la dimension politique, j'ai dit, nous insistons pour que cette affaire-là aille jusqu'au bout.
que la justice fasse son travail. Pour 500 000 francs, vous avez une condamnation à vie. Vous allez voir, c'est des millions, c'est des dizaines donc, de millions et tout. Il faudrait bien que les gens payent pour que ça serve d'exemple à d'autres. Quand on parle d'incidence politique, quand il y a une élection, quand on voit des gens aller avec beaucoup d'argent, c'est-à-dire que aller dans les circonscriptions électorales, verser de l'argent et tout, cet argent-là sort d'où? C'est l'argent effectivement de ces fonctionnaires-là qui n'existent pas et qui émargent indûment dans les caisses de l'État. C'est la ligne 65, c'est la ligne 94. Donc forcément, nous voulons qu'on aille jusqu'au bout. Pour qu'au moins que chacun ait la même chance, n'est-ce pas, chaque fois qu'il y a élection. Donc je dis, ça a une incidence politique. Et puis également, quand je demande pourquoi le président de la République, c'est seulement maintenant qu'il déclenche ça, alors qu'il est informé. Depuis. Mais il faut également se poser la question de savoir, puisqu'il sait bien que ça va ébranler son entourage. Il le sait très bien. Et son entourage le sait également. Je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais tout le monde sait qu'il y a des clans qui bagarrent au sein de... Donc dans le CERA et dans la perspective du Grand Soir. Et si le président de la République le faisait pour les balayer tous, et s'il le fait, c'est pour qui donc? C'est au profit de qui? Forcément, quand on mène une opération pareille, et quand on a son âge, on a son avenir politique derrière soi, encore que lui-même sait que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, forcément c'est au profit de quelqu'un. Peut-être, mais il y a quand même l'élection présidentielle qui est annoncée pour 2027. Oui, j'ai précisé, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase. Non, Robert, il y a quand même des textes présidentiels qui disent qu'en cas de vacances du président de la République, je ne vous apprends rien. En cas de vacances du président de la République, donc j'ai l'impression... Oui. Madame rapidement, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes. J'ai l'impression que quand je dis que le Grand Soir sera extrêmement brutal, violent et brutal, j'ai l'impression que vous êtes en train de minimiser, n'est-ce pas, la remarque que je fais. Personne ne minimise ce que vous dites, Jean-Robert. Ce sera terrible. Ce sera terrible. Parce que quand on regarde ceux qui sont censés, celui qui est censé, par exemple, assurer la vacance, pour être bref, êtes-vous sûr qu'il acceptera au cas où ça survient? Bon, c'est vrai que même à son pire adversaire politique, on ne souhaite pas la mort physique. Mais ça peut arriver. Et vous êtes sûr que ça va fonctionner comme l'indique la Constitution? Bien, donc c'est pour vous dire qu'en termes de conséquences politiques, cette opération-là, a de forts relents politiques. Je dis bien politique. Des gens ont accumulé beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. On sortira avec vous pour savoir ce qu'il va falloir faire. Permettez que Suzanne prenne la parole avant que nous n'achevions ces débats. Alors, est-ce que la non-maîtrise de la masse salariale, c'est pas quelque chose d'un peu honteux pour l'État du Cameroun, vu que le système aujourd'hui est dit informatisé? C'est Robert Wafo qui dit que l'État n'a pas la maîtrise de sa masse salariale. Moi, je dis le contraire. Mais je dis qu'il y a un système de prédation qui a créé des poches d'insécurité et de détournement qui arrangent beaucoup de gens de l'appareil. D'un système informatisé au Cameroun depuis non, mais même s'il y a un système informatisé, ce sont les hommes qui créent les systèmes. Ils peuvent parfaitement créer des hackers. Ceux qui sont des hackers savent comment on torpille un système. On peut le torpiller. Le système informatique n'est pas en lui-même la garantie. C'est la sécurisation de celui-ci. Mais pour qu'il y ait sécurisation, il faut qu'il y ait renouvellement systématique des systèmes d'alerte. Et pour qu'il y ait renouvellement systématique des systèmes d'alerte, il ne faut pas qu'il y ait un système de prédation à la base. Or, la technostructure étatique est fondée sur la prédation. C'est ça le vrai problème. Et de deux, moi je ne suis pas d'accord quand Wafo dit « Oh, le président c'est tout ». Le président n'est pas Dieu le Père, il n'est pas omniscient. Il est là entouré d'un certain nombre de techniciens avec une technologie qui ont la responsabilité de relayer. Mais si quelque chose est, comment on appelle ça, grippé au sein de la technologie, ce n'est pas le fait du président parce qu'il sait ou qu'il ne sait pas. Mais maintenant, si ça l'arrange, cette espèce de situation diffuse, parce que c'est comme ça que ça lui permet de contrôler ses ouailles, bien sûr,
mais ça ne veut pas dire qu'il sait tout et qu'il a pouvoir sur tout. La dernière chose que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que quand on dénonce un système, il faut aller jusqu'au bout de la mécanisation de cet art. Or, la mécanisation, la mécanique du système technocratique actuellement est fondée sur la prévarication et la prédation. Elle est fondée sur comment vous appelez ça, les inconséquences des individualités dans leur comportement face à leur salaire. Mais ce n'est pas que l'État ne maîtrise pas, pas du tout. Mais maintenant, ça lui permet, lui, de vivre d'une certaine façon et d'asseoir les choses comme il dit. Contrairement à lui, je pense que, honnêtement, ce système a plus de rebord, comment vous appelez ça, de recours que vous ne le pensez. Parce que malheureusement, il est extrêmement organisé sur la prédation, sur la technocratie, sur une certaine forme de reproduction sociale, et il fait son agenda comme il veut. C'est lui qui décide quand il nettoie les écuries de GIAS, c'est lui qui décide quand il met telle personne en prison, c'est lui qui a son agenda. Ça veut dire qu'il y a une maîtrise. Le clan qui maîtrise, on le saura, mais dans ce nettoyage des écuries de GIAS, je ne pense pas que, si vous voulez, c'est pour ébranler le système fondamental. Loin s'en fout. Au contraire, c'est pour faire la pyramide. D'accord, probablement dans cette stratégie gouvernementale pour mieux maîtriser son système. Alors, Jean-Robert Wafo, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour accélérer, justement, et mettre fin à toute cette mouvance dans laquelle on se trouve actuellement? Mais il faut la transparence. Il faut mettre fin à l'impunité. Il faut que le code pénal soit appliqué chaque fois qu'il y a un dérèglement qui relève, n'est-ce pas, du pénal. Et il faudrait également qu'on active le levier important de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Oui. Qui comprenne également que le gouvernement achemine une loi sur l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite, c'est quoi, par exemple? Vous voyez que vous avez construit un immeuble et tout ça, machin, qu'on vous demande d'où viennent vos fonds. Oui. Comment vous avez construit cet immeuble. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup de gens là qui, vous allez voir les grands-mères de 105 ans qui sont propriétaires d'immeubles, donc vous allez voir des enfants de 6 ans, de 5 ans. Donc, bref, il faut tout simplement activer les lois qui existent et créer, et alors mettre sur pied, faire voter une loi sur l'enrichissement illicite à l'Assemblée, donc au Parlement. Et je ne vais pas être, parce que bon, mes amis des droits de l'homme, ils vont certainement dire que moi j'ai été un peu... Quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, que j'ai été un peu sévère. Mais je dis, à un moment donné, quand on a détourné autant d'argent, je dis bien autant d'argent, les gens parlent de 9 000 milliards qui ont été détournés depuis au moins 30 ans. D'autres disent qu'on a détourné l'équivalent, n'est-ce pas, du PIB actuel, qui est de près de 12 000 milliards de francs CFA. Qu'on a connu de tels attentats contre la fortune publique, avec ce que les Camerounais subissent dehors, où les familles broient du noir. Les Camerounais, plus individuellement, ont de la difficulté à boucler leur fin de mois. Je pense, pour ma part, pourquoi pas passer par ce que Jerry Rawlings a fait au Ghana, pour mettre fin, n'est-ce pas, à la corruption et au détournement de deniers publics. Oui, il faut examiner et donc également cette piste, s'il faut remettre dans le Cameroun définitivement sur les rails. Donc il faut que tout cela justement, paye, si c'est une stratégie, qui paye le prix fort de la prévarication. Si c'est une stratégie présidentielle pour justement mieux maîtriser le système et mettre fin plus rapidement qu'on ne le pense à ces détournements. Et on espère vous avoir pour les 40 ans à la présidence, à la tête du Cameroun, du président Paul Biya, pour parler justement de ce volet économique qui va faire partie d'un grand ensemble qui sera discuté sur les différentes antennes de Dash Media. Jean-Robert Wafo. Ce sera un plaisir pour moi. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation et merci de nous avoir étayés sur beaucoup de points. On espère qu'on en reparlera justement. Merci aussi à vous, Suzanne, d'avoir été avec nous. Merci, comme d'habitude. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis tout le long de ce Prime et merci de bien vouloir rester en compagnie. Nos programmes, ils se poursuivent.